Bonjour à tous. Je vous propose de débuter ce webinaire sur les opportunités de financement via le label Bas Carbone. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Ce webinaire, en fait, provient d'une chance que j'ai eue de participer à l'élaboration de la méthode d'évaluation du gain carbone dû à l'emploi de produits de construction de remploi dans la rénovation. J'ai pu donc contribuer à l'élaboration de cette méthodologie avec l'expertise de Paris Habitat et de mes collègues de la DCPA. Le label bas carbone et cette méthodologie a été approuvée en 2021 et a été expérimentée par au moins 2 maîtrises d'ouvrage. Donc, c'était une opportunité de pouvoir du coup vous informer de cette méthodologie. Et donc, que j'ai à ce moment-là sollicité mes collègues de la DTEC qui porte plus globalement la problématique du bas carbone et qui travaille en collaboration étroite avec la coopérative carbone pour monter ce webinaire. Nous avons décidé de l'étendre à 2 autres méthodologies qui ont été approuvées récemment, notamment en 2023, celle sur la construction neuve et le recours aux matériaux biosourcés et celle sur la ville arborée. En préambule donc à ces présentations, nous vous ferons un petit rappel sur le plan climat air énergie et sur les dispositifs de soutien qui existent déjà aux bailleurs sociaux. Avant de débuter en fait le contenu de ce webinaire, je voulais rappeler 2-3 points. Le premier, c'est qu'il est enregistré et qu'il y a un replay qui sera disponible pour tout le monde. Le deuxième, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat, soit les poser à l'issue du webinaire. Et pour cela, vous pourrez prendre la parole en levant la main et puis on pourra répondre ainsi à vos questions. Je laisse maintenant la parole donc, à Cécile pour la partie plan climat. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Cécile Bordier, je travaille à la DTEC, la Direction de la transition écologique et du climat. Et je vais pouvoir faire une petite introduction assez rapide pour présenter les nouveautés du dernier plan climat, donc le projet de plan climat qui a été présenté et adopté au dernier Conseil de Paris en décembre 2023. Et pour vous montrer un peu dans quel cadre s'inscrit ce webinaire et la volonté de la ville de favoriser la mise en œuvre de projets bas carbone pour contribuer à l'objectif de la ville qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc là, vous avez le visuel du dernier projet de plan climat de Paris pour l'horizon 2024-2030. Donc le projet qui a été adopté en décembre et qui sera adopté dans sa version finale, si tout va bien, on l'espère, après la période de consultation au mois de juin de cette année. Donc les objectifs, comme je disais, n'ont pas changé par rapport à l'ancien plan climat. C'est toujours d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et c'est pour ça qu'on encourage en fait tous les acteurs du territoire à mettre en œuvre une politique de réduction de leurs gaz à effet de serre, de séquestration carbone, et aussi d'inciter les acteurs du territoire de façon générale à compenser aussi leurs émissions. Et c'est pour ça qu'on a créé et structuré la coopérative carbone Paris et Métropole du Grand Paris, qui prendra la parole à la fin en troisième partie de ce webinaire. Donc le plan climat, dans sa nouvelle version, s'articule autour de 5 axes. Le premier axe, c'est, on a vraiment mis l'accent sur la protection des Parisiennes et des Parisiens, et en rappelant qu'avant tout, si on fait toutes ces actions de réduction de gaz à effet de serre, c'est pour protéger les plus vulnérables sur les effets du changement climatique, notamment les effets des fortes chaleurs, de l'îlot de chaleur urbain, qui est très important à Paris. Et du coup, voilà, c'est vraiment essayer de protéger les plus vulnérables d'entre nous, les travailleurs aussi, les touristes aussi qui viennent à Paris, de ces impacts du changement climatique, en mettant en œuvre des politiques de végétalisation, de désimperméabilisation, avec aussi en reprenant les objectifs du PLU bioclimatique.
et en essayant de mettre en œuvre principalement des solutions plutôt low-tech, sans se tourner du coup vers la climatisation, mais plutôt en mettant en place des ombrières, des volets, etc. pour protéger les Parisiens et vraiment penser aux inégalités socio-environnementales du territoire pour protéger les plus vulnérables. Le deuxième axe, c'est l'accélération de la réduction des gaz à effet de serre, avec un premier volet conséquent pour réduire les émissions, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, avec des objectifs toujours très ambitieux sur les logements sociaux, avec 5000 logements sociaux rénovés par an, la rénovation de 100% des écoles et des crèches d'ici à 2050. Donc là, on attaque un peu le dur en fait dans la réduction des gaz à effet de serre, parce que ces 15 dernières années, on avait réussi à réduire nos émissions et c'était un peu et là maintenant, c'est un peu le cœur des émissions qui restent à réduire et qui sont pas forcément les plus faciles à atteindre. Le troisième axe, c'est la préservation des ressources en tant que bien commun, où là, on trouve des objectifs avec une triple sobriété en eau, en énergie et en matière, pour réduire la consommation des ressources naturelles et essayer de changer d'échelle en matière d'économie circulaire. Le quatrième axe, c'est la promotion et l'accompagnement d'une économie locale et durable, en mettant l'accent sur une consommation plus responsable, qui reprend aussi les objectifs d'économie circulaire, avec une alimentation plus durable, plus locale, une offre touristique durable également, et l'orientation de façon plus générale des financements privés vers la transition écologique du territoire, avec justement la mise en œuvre aussi de cette coopérative carbone pour nous aider à flécher les financements vers le territoire quand on compense les émissions quand les sociétés, par exemple les entreprises, veulent compenser leurs émissions, qu'elles se dirigent plutôt vers des projets du territoire. Et le dernier axe, c'est agir ensemble pour le climat. Donc là, c'est toute la partie qui reprend la participation la participation citoyenne, qui est au cœur de l'action climatique de la ville, et tout le volet sur la territorialisation. Là, c'est vraiment une nouveauté du plan climat dans cette nouvelle version, c'est d'avoir des volets locaux, donc portés par les mairies d'arrondissement, pour mettre en œuvre des actions du plan climat. Donc voilà sur ces 5 axes de façon générale, et maintenant je laisse la parole à Isabelle pour entrer un peu plus dans les thématiques liées au bâtiment. Oui, tout d'abord, en fait, ce qui est important de prendre en compte, c'est le poids carbone que représente le secteur du bâtiment. Donc, quand on parle de poids carbone, c'est à la fois la partie consommation énergétique et produits de construction. L'évaluation qui a été menée par la DTEC pour la situation parisienne, c'est que le bâtiment représente 26% de l'empreinte carbone de Paris. Donc, c'est un chiffre 2021 et qui montre en fait toute son importance. Parmi en fait le poids carbone, on a bien sûr toute la partie consommation énergétique, fin de vie, mais on a surtout dans le spectre 3 les produits de construction et les équipements, et qui, en fonction de la nature des travaux, si on est en construction neuve ou en réhabilitation, représentent jusqu'à 30 à 60% du bilan carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment. Ce qui montre en fait toute l'importance de, ce, de cette partie, des produits de construction, et le fait qu'il est intéressant pour réduire notre empreinte carbone de pouvoir agir dessus. Pour cela, il y a plusieurs actions. La première, c'est bien sûr d'éviter de consommer des produits de construction et d'équipement, donc travailler sur la sobriété, et puis également sur l'éco-conception. Et quand on n'a pas le choix donc de consommer des produits de construction et des équipements, c'est de choisir bien évidemment ceux qui sont les moins émissifs en carbone. Pour cela, en fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les produits de construction issus du réemploi ou de la réutilisation, alors, sont considérés, et ça c'est un postulat de base, comme ayant zéro carbone. Alors, ils en ont un peu, mais beaucoup moins que si c'était des produits de construction neufs, enfin constitués donc de matières premières vierges.
Et puis, recourir à des produits et matériaux de construction issus constitués en tout cas de ressources biosourcées, puisque quand ces ressources biosourcées sont gérées durablement, et ce qui est important, c'est le mot gérer durablement, on part du principe qu'il y a aussi une séquestration du carbone et donc du coup un poids négatif du carbone. Alors, notre plan climat air énergie que vous a présenté dans les grandes lignes Cécile, en fait, ils ont des objectifs très précis en économie circulaire. Tout d'abord, nous avons la volonté en fait de mesurer et d'évaluer l'empreinte matière du territoire de Paris et sur la base de cette évaluation de l'empreinte matière, se fixer un objectif et le suivre afin de pouvoir être moins dépendant en termes de ressources et avoir moins d'impact carbone. Nous allons faire appel et nous faisons déjà appel au secteur de la recherche et de la science grâce à notre partenariat avec le groupe régional d'experts sur le climat et la transition écologique, le GREC, qui nous aide pour pouvoir du coup mettre en place toute notre stratégie et nos objectifs. D'autres partenariats sont également en cours, existent déjà, mais qui vont fortement se développer dans le cadre de ce plan climat-air-énergie avec l'INEC et la métropole du Grand Paris pour développer des filières de remploi et de réutilisation et notamment tout l'enjeu de la création d'espaces de stockage intermédiaires entre l'offre et la demande. Nous avons un partenariat avec la métropole du Grand Paris, Pleine Commune et cet ensemble pour travailler sur une méta-plateforme de mise en visibilité des matériaux et des produits de construction, de réemploi, de réutilisation afin de favoriser donc l'adéquation entre l'offre et la demande et permettre du coup la structuration des filières de réemploi et de réutilisation. Et puis, nous avons tout un travail d'action avec notre direction de l'attractivité économique sur l'accompagnement de ces acteurs économiques. Cet accompagnement donc, est spécifique sur leur emploi et réutilisation et plus globalement sur l'économie circulaire dans le cadre de leur développement, de leur modèle, de leur visibilité, des sujets de foncier. Et puis, pour la formation, puisque c'est un autre axe qui est important pour accompagner le changement, donc il y a tout le travail qui est mené par la passerelle écologique de la DCPA, notamment dans le cadre avec le labo de l'éco-construction à l'Académie du climat, qui va du coup accompagner le changement par le biais de formation et l'enseignement. De façon très opérationnelle sur la partie maîtrise d'ouvrage, donc les orientations et les objectifs qui sont fixés sont, que ce soit pour la rénovation, la construction, c'est de recourir donc à des matériaux, comme je vous l'ai dit, les moins émissifs, en privilégiant le remploi, la réutilisation et ceux qui ont au moins une partie de matière recyclée, et puis les produits et matériaux de construction constitués de matières biosourcées. Je vous ai mis quelques ordres de grandeur issus des analyses de cycle de vie, qui sont des ordres de grandeur moyennes au niveau national sur le poids carbone des différents lots pour la rénovation énergétique et sur les poids carbone de produits de construction lors d'une construction neuve d'un bâtiment. Enfin, pour terminer sur ce point, ce qui est prévu, c'est que pour les opérations d'aménagement, nous évaluons les impacts carbone de toutes les opérations d'aménagement, celles qui sont en cours et celles qui sont à venir. Je te repasse la parole, Cécile, pour la partie végétalisation. Oui, très rapidement pour rappeler les objectifs sur la végétalisation qui est en lien avec la direction des espaces verts de la ville et le plan biodiversité qui est aussi en cours de révision. Donc on a un objectif de 150 hectares de bâtis végétalisés d'ici à la fin de cette mandature et un bilan à mi-2023 où on atteignait 136 hectares avec 24 hectares sur le patrimoine municipal, 17 hectares sur le patrimoine des bailleurs sociaux et 95 hectares sur le patrimoine privé. Donc on a un avancement des objectifs à hauteur de 52%. Et sur la végétalisation du patrimoine municipal, on a un objectif de 200 équipements municipaux
végétalisés d'ici la fin de la mandature, avec à l'heure actuelle 93 équipements qui sont végétalisés. Et après, ce sont des objectifs qui ont été aussi repris dans le plan climat, avec un objectif de création de 300 hectares d'espaces verts, dont 30 hectares d'ici 2026. Il y a aussi d'autres objectifs de végétalisation qui sont spécifiés sur la création de placettes oasis, pour apporter un peu plus de fraîcheur au sein de la ville, pour lutter contre l'effet de l'îlot de chaleur urbain. Voilà, donc rapidement, ces objectifs de végétalisation qui sont repris à la fois dans le plan climat et qui seront aussi traduits dans le plan biodiversité. Et maintenant, je laisse la parole à Mariam, pour discuter des aides offertes par la DLH. Oui, bonjour, Mariam Bellé du Bureau de l'Habitat durable. Alors juste, pour vous rappeler, les aides environnementales de la DLH, que vous connaissez déjà, mais qui sont, du coup complémentaires à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc il y a le forfait logement durable que vous connaissez, les majorations, neutralité carbone, et Yannick Martin vous présentera, le financement des îlots de fraîcheur. Alors, le forfait logement durable, la slide que je vous présente, c'est un projet de circulaire 2024, donc ce n'est pas encore officiel. Elle n'a pas encore été validée au niveau politique, mais les ordres de grandeur sont là. Donc, le forfait logement durable, ça s'appuie sur une certification globale et de qualité et des exigences environnementales, soit par le biais de labels, soit par le biais de seuils. Donc, en ce qui concerne les certifications, c'est les 3 certificateurs qui s'occupent du logement collectif. Et puis, en construction neuve, nous avons le label Effinergie, qui s'appuie sur la RE 2020, avec donc des niveaux de subvention qui vont de 200 € par mètre carré jusqu'à 250 € par mètre carré si vous allez au-delà du label Effinergie. Ensuite, sur le bâti existant, qu'il s'agisse d'offres nouvelles avec de l'acquisition, réhabilitation ou de la rénovation de votre parc existant, on retrouve les certificateurs et une modulation des aides en fonction de vos objectifs environnementaux. Ça va de 125 € par mètre carré jusqu'à 250 € par mètre carré pour les projets les plus ambitieux qui pourront atteindre le nouveau label BBC Effinergie Rénovation. Voilà pour le socle des aides environnementales. Ensuite, nous avons les majorations, neutralité carbone, donc vraiment spécifiques au sujet d'aujourd'hui, qui sont valables que ce soit en construction neuve ou en rénovation du parc. Donc on retrouve le label BBCA, bâtiment bas carbone, le label bâtiment biosourcé avec le niveau 2 ou le niveau 3. Et puis, on retrouve aussi les 2 profils développés par le certificateur CERCAL, qui sont le profil bas carbone et le profil économie circulaire. Et donc voilà, toutes ces majorations viennent en complément du forfait logement durable et vous aident à aller le plus loin possible dans la neutralité carbone. Et je vais laisser Yannick présenter les îlots de fraîcheur. Oui, bonjour, Yannick Martin, chef de projet pour l'adaptation du logement au changement climatique et habitat innovant. Donc sur le financement des îlots de fraîcheur, il faut comprendre que depuis quelque temps, la DLH, qui avait l'habitude de ne financer que le logement social, c'est-à-dire le bâti, c'est-à-dire indépendamment du périmètre dans lequel il s'inscrivait, a quand même compris que pour pouvoir avoir un impact positif sur le carbone, l'émission de carbone, il fallait s'appuyer sur le végétal. Donc qui dit végétal que nous ne financions pas parce que ça ne relevait pas de le financement du logement, imposait de considérer un périmètre beaucoup plus vaste que le bâtiment pris-sol et de le réinsérer en fait dans son environnement. Donc une fois qu'on a réinséré le bâtiment dans son environnement, on a décidé de créer en fait un système de financement spécifique pour lutter contre les îlots de chaleur et qui s'appelle donc les îlots de fraîcheur et qui sont applicables à la réhabilitation et aussi à l'offre nouvelle quand il s'agit d'acquisition, amélioration. En fait, ce système repose sur 3 catégories d'actions qui sont explicitées dans le tableau avec les équipements, la désimperméabilisation et la végétalisation, sans rentrer le détail de chacune des actions qui composent en fait ces 3 grandes catégories, en partant du principe que pour obtenir le financement le plus important possible et aider le bailleur dans la prise en compte en fait du végétal
dans ses programmes de production de logement social ou de réhabilitation de logement social, il doit combiner ces actions, ces 3 actions, et de façon à ce qu'elles soient, de façon à obtenir un îlot de fraîcheur le plus complet possible. C'est-à-dire le plus complet possible, c'est qu'il mobilise l'ensemble des actions. Donc pour faire ça, on a institué un dispositif incitatif. Lorsque le bailleur ne mobilise qu'une seule de ses actions, la A, la B ou la C, il bénéficie d'un taux de 30% sur le coût total de l'opération TTC, honoraires et aléas inclus. Lorsqu'il mobilise 2 types d'actions, il bénéficie d'un taux plus élevé de 40%, et quand il mobilise l'ensemble de ses actions, il a la possibilité en fait d'atteindre un taux de 50%. Donc c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement progressif. Plus les projets sont ambitieux, plus on mobilise d'actions et plus le taux de subvention est important. Donc voilà la nouveauté par rapport à la prise en compte en fait du végétal dans la production de logements sociaux. À noter aussi en parallèle que ce dispositif qui est nouveau vient en fait se combiner avec ce qu'on appelle les AQS, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de service qui concerne toute l'amélioration des parties communes en fait des bâtiments. Et pour pouvoir inciter un petit peu plus et aller au-delà des îlots de fraîcheur, on a combiné ces deux actions, c'est-à-dire que lorsque vous faites une AQS, c'était un taux qui était fixé jusqu'à présent à 30%. Maintenant, le système de financement a changé. Vous déterminez en fait le nombre d'actions qui va être réalisé dans le cadre des îlots de fraîcheur. Ce nombre d'actions vous détermine le taux de subvention auquel vous allez bénéficier, et ce taux de subvention va s'appliquer à l'amélioration de la qualité de service qui, elle, contribue à améliorer en fait les parties communes. Donc c'est vrai qu'en combinant en fait toutes ces actions, on arrive à beaucoup mieux agir sur l'émission de carbone, et on intègre beaucoup mieux en fait le végétal dans la production de logements sociaux par les bailleurs. Voilà pour ce dispositif qui est nouveau puisqu'il a été mis en place en 2022. Je passe la parole ou je repasse la parole, je ne sais pas qui intervient derrière moi. Cécile, je ne sais pas qui. C'est Adrien qui prend la suite donc Adrien Lhomme du Chadeuil de la coopérative Carbone de Tout à Paris et fait, Métropole du merci. Grand Paris. Ça marche. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Donc, effectivement, donc Adrien Lhomme du Chadeuil, responsable technique ou responsable projet de la coopérative Carbone. Je vais faire une très rapide présentation, parce que je ne sais pas si vous nous connaissez, vous avez entendu parler de nous. Donc, nous sommes la coopérative Carbone Paris et Métropole du Grand Paris. Globalement, nous sommes un opérateur de contribution environnementale avec également comme objectif de participer à la décarbonation du territoire. Nous sommes donc une entreprise de droit privé, mais finalement avec des missions un peu d'intérêt général. Parmi ces missions-là, on a comme objectif d'être un peu un outil territorial, donc participer au développement durable, donc l'atteinte des plans climat, l'atteinte des objectifs de décarbonation. Et notre rôle, si je puis dire, c'est de diriger les financements vers les acteurs souhaitant faire leur transition énergétique, donc ou écologique, et donc participer au financement finalement de projets durables ou de décarbonation. Ça a été mentionné un peu plus tôt, mais finalement, donc, la coopérative Carbone est issue d'un travail mené par la ville de Paris et la métropole du Grand Paris, qui se sont attelés un peu à définir les contours un peu de ce que pourrait être la coopérative Carbone. Et puis à ce jour, donc, on a 36 sociétaires qui sont regroupés dans différents collèges. On ne va pas les passer en revue, il y en a beaucoup, mais voilà. Donc c'est la coopérative aujourd'hui, voilà, c'est un écosystème assez complet avec énormément de types d'acteurs, à la fois publics et privés. Sans rentrer à nouveau dans le détail, l'idée c'est de dire que vous, vis-à-vis de vous, la coopérative Carbone, en fait, peut avoir réellement deux rôles. On a celui où on peut appuyer ou accompagner au montage et au suivi de projets carbone et écologiques. Dans le but de créer des crédits carbone ces crédits carbone peuvent aider à financer des projets de décarbonation, ou au contraire, si vous êtes dans la logique inverse, où vous êtes dans la logique de compensation, auquel cas la coopérative carbone peut proposer des projets autres, qui viennent d'ailleurs du territoire, à financer. Donc on peut avoir les deux casquettes, si je puis dire. Voilà, et donc comme nous sommes une coopérative territoriale, notre cœur d'activité
En particulier, ce qui va concerner toutes les méthodes bâtimentaires et urbaines, ça va être forcément la ville de Paris et la métropole du Grand Paris. Et après, on a pour objectif un peu de rayonner un peu plus, puisqu'on parle sur certaines méthodes, par exemple la foresterie, l'agriculture, etc. Forcément, il faut aller un peu plus loin pour avoir suffisamment de projets à proposer et à faire financer. Voilà, j'y reviendrai juste après, mais en fait, nous, on est vraiment, on travaille avec des méthodes françaises, hein, avec le standard certifié qui est le label bas carbone, et à terme, on proposera probablement une labellisation non carbone, alors qui pour l'instant n'a pas réellement de nom, mais qui aura voilà, une labellisation qui permettra de valoriser autre chose que des tonnes de carbone, mais bon, ça, c'est dans un deuxième temps, c'est dans l'évolution sur ma feuille de route, si je puis dire. Alors, comment dirais-je, pour avancer directement, le label bas carbone, donc, c'est un peu le référentiel français qui permet de mettre en place un projet et d'en tirer des crédits carbone. La manière dont ça se passe, c'est qu'en réalité, quel que soit le type de projet ou le type de secteur qu'on regarde, eh bien, il y a une empreinte moyenne par mètre carré, il y a une empreinte moyenne par hectare en agriculture, etc. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle un scénario de référence, c'est-à-dire les émissions qui, en moyenne, sont encourues lorsqu'on a une activité particulière. Dans le cadre donc, de ce label bas carbone, on est en mesure de mettre en place des actions et des leviers différents qui conduisent à une baisse des émissions de ce projet. Et donc la différence entre ce qu'on appelle le scénario de projet, donc celui fait le bilan carbone, si je puis dire, d'un projet avec des actions de décarbonation, ce delta-là permet de générer des crédits carbone. Alors dans le décret français, ça s'appelle des réductions d'émissions. Bon, ça veut dire exactement la même chose que des crédits carbone. Parmi les quelques critères de qualité, si je puis dire, qui sont particulièrement regardés, mais forcément, c'est ce qu'on va appeler l'additionnalité. Donc, il faut démontrer qu'un projet n'aurait pas pu se faire sans l'incitation alors financière, généralement de la labellisation carbone. Il y a tout un tas de critères de qualité qui sont avec le suivi, la vérification, les audits, la traçabilité, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses que, grâce au référentiel national, sont, comment dirais-je, tout à fait garanties. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et également, il y a des choses qui sont regardées, alors ça va vraiment dépendre des méthodes, mais la présence de certains co-bénéfices sociaux ou environnementaux, par exemple, dans les méthodes bâtiment, ça va être le nombre d'heures d'insertion sur chantier, ça peut être la localisation des entreprises auxquelles on fait appel, ce genre de choses. Voilà. Alors, c'est valorisable dans la méthode, mais ça ne mène pas à des crédits carbone supplémentaires. C'est juste des crédits carbone de meilleure qualité, si je puis dire. Nous œuvrons alors, bon, dans le marché du carbone volontaire. Donc, c'est une manière de vous dire qu'on n'est pas du tout sur le marché européen des quotas, etc. Non, nous, on travaille réellement dans un écosystème où en fait, il y a trois vraiment types d'acteurs. Donc, il y aurait là, je vais partir du principe que les gens qui participent à ce webinaire seraient plutôt des porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes qui souhaiteraient mener des actions de décarbonation, d'évitement ou de substitution, voire même de séquestration, et qui se disent, bon, le levier financier que représente la labellisation carbone pourrait être intéressant pour mener ces actions. Auquel cas, le mandataire carbone, donc la coopérative carbone, elle permet à ce porteur de projet en fait, de générer des crédits carbone à l'aide des méthodologies et des référentiels dont je vous parlais juste à l'instant. Et en même temps qu'elle accompagne cette labellisation et ce suivi des actions, on va faire un calcul carbone qui globalement va nous donner une idée de la quantité de crédit carbone qu'on va générer et charge à nous après d'aller chercher un financeur qui achèterait ces crédits carbone. Et donc le troisième type d'acteur sur lequel se repose le marché du carbone, c'est un financeur, donc des entreprises ou d'autres entités publiques qui souhaitent recourir à la compensation ou à la contribution, ça dépend comment vous préférez le nommer, en achetant des crédits carbone qui soient d'évitement ou de séquestration du carbone, avec l'ambition de contrebalancer leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Donc au final,
Le marché du carbone volontaire, c'est finalement un porteur de projet qui veut mener des actions de décarbonation et qui en échange d'un crédit carbone, monnaie le crédit carbone pour mener ses actions à lui. Bon, label bas carbone, j'en ai déjà parlé, donc c'est un référentiel national créé par décret. La seule information intéressante là-dedans, c'est que le crédit carbone en France n'est pas un produit financier, donc il ne peut pas être échangé librement comme il peut l'être à l'international, ce qui en rend généralement en fait, des crédits carbone un peu plus fiables, un peu plus crédibles. C'est qu'il ne peut finalement y avoir que pas d'intermédiaire en fait. Il y a le mandataire qui suit les actions et le financeur direct, et donc ça n'en fait pas, on va dire, un sujet. Ça réduit drastiquement la quantité de controverses qui peuvent subvenir avec le marché du carbone. Donc, à ce jour, dans le label bas carbone, il y a 15 méthodes disponibles et il y en a 3 que je vais vous détailler un peu plus juste après. Donc, il y a 2 méthodes bâtimentaires. La première, dont vous avez déjà entendu parler tout à l'heure, c'est le réemploi en rénovation. Et la seconde, c'est l'usage de matériaux biosourcés en neuf. Et également, j'aborderai donc une méthode de végétalisation urbaine, donc la méthode Villard-Boré. Plongeons-nous directement dans le cœur du sujet. Donc, la méthode réemploi en rénovation, l'idée en fait est très simple, hein, c'est de favoriser le recours au réemploi dans une opération de rénovation ou de réhabilitation en couvrant le surcoût lié au réemploi par la vente des crédits carbone. Ces crédits carbone sont générés de manière relativement simple. C'est la somme des émissions évitées par l'usage des matériaux et produits de seconde vie en substitution de matériaux neufs. Je le précisais ici, c'est une question malheureusement qu'on a déjà eue par le passé, c'est que la conservation d'éléments, soit du structure, que ce soit des planchers, etc., ne peut pas générer de réduction des émissions, même si conserver, conserver, ça revient à éviter énormément d'émissions. Malheureusement, dans le cadre analytique de la méthode, ce n'est pas des émissions évitées qu'on peut vraiment calculer. Autre précision, c'est que le réemploi, selon cette méthode spécifiquement, ça correspond au reuse européen, donc ça va au-delà de ce que le réemploi pourrait être dans la loi française. Là, on parle bien de réemploi et de réutilisation, avec ou non changement d'usage, ayant ou non, étant passé ou non par le statut de déchet, etc. Là, on est vraiment sur tout type d'usage de produits de seconde vie, qu'importe finalement sa destination. Et dans le cadre de la méthode et du projet, il faut savoir également que réemploi, souvent, on le comprend comme réemploi in situ. Donc, j'ai déposé un produit, je le reconditionne et je vais le reposer. Là, dans ce cadre-là, on pourrait tout à fait... la méthode, en fait, prend en compte à la fois le réemploi in situ et tout ce qui peut être acquis de l'extérieur. Donc, on va appeler le réemploi rapporté. Donc, si vous êtes, je dis n'importe quoi, dans un chantier avec, je sais pas, de la pollution quelconque qui fait que les produits ne peuvent pas être réemployés, rien ne vous empêche de remplacer l'entièreté des produits neufs par des produits de réemploi, mais achetés sur les plateformes spécialisées qui peuvent exister. Alors, quel type d'éligibilité d'opération? Alors, il y a beaucoup de critères, là, en voilà quelques-uns. Donc, vous vous placez dans un de 2 cas de figure. Soit vous êtes dans une rénovation de type énergétique, auquel cas la méthode demande au préalable, en fait, finalement, d'avoir un niveau BBC rénovation, donc de prouver que vous êtes déjà dans cette labellisation existante. Ou vous êtes dans un cas de rénovation non énergétique, auquel cas, il n'y a pas de critères d'éligibilité supplémentaires. Et l'autre chose, c'est que c'est spécifique à cette méthode-ci, c'est qu'il ne peut pas y avoir en fait de double financement possible par des aides à la rénovation thermique. Alors, à ceci près que vous êtes tout à fait en mesure de faire porter les aides à la rénovation thermique, donc les C2E typiquement, sur vos isolants ou les systèmes de chauffe, ou qu'importe ce sur quoi le C2E porte, et de faire porter, on va dire, une subvention ou un financement carbone sur les autres types de matériaux. Ça, la méthode le permet. Donc, sur un même chantier, des différents types, on va dire, de matériaux peuvent être subventionnés ou financés par différents canaux.
mais le même matériau ne peut pas être financé par 2 canaux concomitants. Voilà, c'était ça la petite subtilité. Pour la méthode biosourcée en œuf, là, donc là, on est vraiment sur une typologie complètement différente. Donc là, on est uniquement sur du neuf. Et donc, il faut que ce soit une opération de construction neuve, pérenne, et pas que ce soit un logement individuel. Voilà, en gros, là, les grandes dimensions. Donc là, ce qui va être compté, c'est la quantité de carbone biogénique contenue dans les matériaux biosourcés par rapport à un scénario conventionnel. Alors, je vous rassure, le scénario conventionnel, c'est-à-dire le bâtiment moyen en France, ne contient pas énormément de quantité de carbone. Donc, en ayant comment dirais-je, un bâtiment avec poteau-poutre, façade ossature bois, que sais-je, on va très rapidement en fait pouvoir générer des crédits carbone. En termes des produits et matériaux qui sont concernés, bah, il n'y a pas de restriction sur le type ou la nature. La seule exigence qu'a la méthode, c'est qu'on puisse prouver la quantité de carbone biogénique qui existe dans le produit. Donc ça va être avec l'existence soit d'une FDES, de données environnementales par défaut, d'ACV, etc. Il faut qu'il y ait quand même un document qui prouve la quantité de carbone biogénique par unité fonctionnelle. Pour les produits bois, il faut que ce soit la gestion durable, il faut qu'elle soit prouvée. Donc, il y a FSC, PEFC ou les autres documents de gestion durable qui peuvent exister sur le bois. C'est limité aux produits A ou A+, dans le cas où c'est un produit qui a un impact sur la qualité de l'air. Après, donc, en type d'opération éligible, donc, comme je disais, c'est construction neuve pérenne, hors maison individuelle, avec une surface de plancher supérieure à 500 mètres carrés. Alors, si ce que la méthode le permet, ce que je m'aperçois que je ne l'ai pas noté ici, c'est qu'en fait, pour un seul maître d'ouvrage, on peut regrouper plusieurs petits projets. Donc, si vous aviez plusieurs petits projets de moins de 500 mètres carrés, qui étaient tous en neuf et intégrant des matériaux biosourcés, on pourrait les rassembler, si je puis dire, en tout cas du point de vue de la méthode, en un seul gros projet. Et du coup, ce gros projet rassemblé serait éligible, lui. Voilà, l'éligibilité, donc il faut atteindre le seuil RE 2020 niveau 2025 pour l'indicateur IC Construction. Et donc, l'absence de dispositifs obligatoires locaux, mais bon, ça c'est pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dispositif obligatoire. Voilà. C'est potentiellement une question que vous vous posez. À quel moment est-ce qu'il faut recourir, on va dire, à la labellisation d'un projet constructif ou d'un projet de rénovation? Tout dépend comment vous l'envisagez. Si vous l'envisagez comme la génération de crédit carbone doit influencer, on va dire, les esquisses ou les avant-projets ou la quantité de matériaux qu'on va mettre en place, forcément, la réponse que je vais vous donner, c'est il faut la lancer le plus tôt possible pour que ce soit intégré à la démarche générale. Donc, c'est pour ça que j'avais mis un peu ce grand schéma-là en disant la méthode biosourcée en neuf, puisque par exemple, on peut être sur quand même des modes constructifs complètement alternatifs. Il va falloir des AMO pertinents, une maîtrise d'œuvre qui maîtrise totalement ce sujet-là. Voilà, donc ça va être plutôt, on va dire, à partie peut-être concours, esquisse, peut-être avant. Ouais, attends 30 secondes, je baisse. Ça s'appelle de Ouria. C'est qui Ouria? C'est l'assistant de direction de qui je sais plus, mais je sais plus. J'ai fermé le micro de la personne qui parlait. Désolé. Et donc, pour la partie réemploi en rénovation, comme on part plutôt sur une substitution de matériaux, ça peut être fait un peu plus tard. En fait, il faut savoir que dans la méthode, on a le droit de faire labelliser son chantier dès lors que en fait, les travaux n'ont pas été démarrés. Donc, en fait, on doit notifier à l'ADREAL. Donc, l'ADREAL est en fait le service instructeur qui va certifier les crédits carbone à la toute fin du projet. Dès lors qu'on a notifié avant le début des travaux, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, si on pense que la génération des crédits carbone ne va pas influencer le choix constructif, mais va plutôt arriver comme une opportunité supplémentaire,
Auquel cas, il suffit de se dire, OK, bon, peut-être à l'étape de projet, DCE peut-être, voilà, quand on consulte les entreprises, on dit on va notifier le projet et puis on va faire en sorte de pouvoir générer ces crédits carbone. Alors après, moi personnellement, puisque je l'ai vécu chez Eiffage avant, parce que je viens de chez Eiffage précédemment d'être à la coopérative, on avait lancé des démarches de réemploi en rénovation et le grand problème, c'est souvent que s'il n'y a pas on va dire, de clauses particulières sur l'usage de matériaux de réemploi ou de nécessité de faire de la dépose, etc., il peut y avoir des soucis en phase chantier et donc on doit réviser nos ambitions en termes de réemploi. Donc, pour le réemploi, j'aurais tendance à dire quand même, avant l'écriture des CCTP, c'est quand même mieux de se poser la question. Du coup, on est capable quand même d'assurer on va avoir un certain taux de matériaux de réemploi incorporés dans l'édifice. Voilà, donc ça c'est pour la temporalité. En tout cas, c'est la temporalité des 2 méthodes bâtiment. Maintenant, je vais parler un peu de la méthode ville arborée. Donc celle-ci, comme son nom un peu l'indique, en fait, c'est favoriser l'établissement d'arbres en priorité, avec des composantes également arbustes et herbacées dans le milieu urbain et leur maintien sur 25 ans. Et ce qui peut être pris en compte, c'est une participation aux frais de l'installation et de l'entretien par la vente des crédits carbone. Cette méthode est assez nouvelle, hein, elle est apparue en fin d'année dernière. Là, l'idée, donc, on génère des crédits carbone sur la quantité de carbone qui est assez simplement stockée à la fois dans la biomasse et dans les sols par rapport à un scénario existant. Donc, si dans l'existant, vous étiez sur une friche ou où vous faites de la désimperméabilisation, c'est le mieux parce qu'il n'y avait quasiment plus de carbone là-dedans. Eh bien, voilà, donc on compte ce carbone-là et on va également retrancher quelques émissions liées à l'entretien sur la période de 25 ans que dure le projet. Donc la végétation concernée, bon, on est sur tout type de format dès lors qu'il y a plantation d'arbres. Donc voilà, je dis n'importe quoi, des alignements d'arbres sur plusieurs centaines de mètres sur un boulevard. Ça peut être des haies, ça peut être des plantes grimpantes. Enfin bref, il y a tout un tas de formats acceptables hein, dès lors qu'il y a plantation d'arbres. On exclut donc tout ce qui va être de l'ordre de la compensation obligatoire ou de l'obligation réglementaire de replanter ou d'un remplacement obligatoire. Donc là, on est vraiment purement sur une démarche volontaire qui peut être donc labellisée. Et donc, ah oui, et l'autre exclusion également, c'est que ça ne peut pas être des zones de production de type pas de bois énergie ou de bois d'œuvre, etc. Donc, on n'est pas sur de la foresterie pure, on est vraiment sur de l'arbre en ville, entre guillemets, c'est-à-dire l'idée, c'est plutôt la biodiversité, les services écosystémiques, le rafraîchissement urbain, etc. Pour le type d'opération concernée, donc bon, en ville de Paris, c'est évident, mais bon, de manière nationale, il faut que ce soit dans une zone classée urbaine. Et après, selon le cas de figure, donc est-ce que vous êtes dans un aménagement avec ou sans construction, que dit le PLU, etc. Donc il y a tout un tas de petits détails selon le cas de figure dans lequel vous êtes, qu'il faut analyser au cas par cas. Et en revanche, ça, c'est donc on va dire le point le plus important du type d'éligibilité, enfin, le type d'opération éligible, c'est que il va falloir générer au moins 25 tonnes de crédit carbone. Et donc, si vous êtes intéressé par la méthode, on vous encourage à nous contacter à l'avance pour qu'on fasse au moins un rapide prédimensionnement du projet pour voir si vous y êtes éligible. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, mais bon, si on doit compter, non, là, j'ai plus les ordres de grandeur en tête, mais bon, l'idée, c'est de dire que il va falloir quand même un minimum de végétalisation et surtout un minimum d'arbres, en fait, qui puissent absorber ce CO2 à l'avance. Voilà.
Comment concrètement, pour vous donner un peu plus une idée, maintenant, donc il y a les 3 méthodes que je vous ai présentées, hein, donc neuf en biosourcé dans le neuf, le réemploi dans la rénovation et la désimperméabilisation des villes grâce à l'établissement de végétation. En pratique, comment nous, la coopérative carbone, on intervient, c'est de la manière suivante. Donc, c'est dans un projet bâtimentaire, voire même pour la végétalisation, en fait, on va dire, un espèce de processus en 5 parties, hein, qui est très simple. On va passer de, OK, le cadrage, vraiment, c'est quoi la méthode, quelles sont les pièces administratives qu'il va nous falloir, les calculs de carbone que l'on va faire, etc. Donc après, il va y avoir toute la partie montage, où il y a toujours un maximum de métrés que l'on va devoir rentrer dans les calculateurs, je dis n'importe quoi, même prouver que vous êtes bien le propriétaire du bâtiment sur lequel vous travaillez. Enfin bon, ce genre de choses, c'est assez classique, si je puis dire. On va faire tout ce qui est de l'ordre des calculs carbone et d'additionnalité. Donc l'additionnalité, c'est bien prouver que vous n'avez pas, par exemple, l'obligation de végétaliser et qu'en fait, vous essayez en fait, de vous soustraire à cette obligation ou de la faire financer alors que c'est une obligation par ailleurs. Voilà, et donc on va également discuter ensemble du protocole de suivi parce que autant pour un chantier, ça peut être assez simple si on n'en a que pour 2-3 ans de chantier, donc le nombre de pièces à récolter pour prouver qu'on a bien fait les actions sont limités. En revanche, quand on est par exemple sur un projet de 25 ans avec la végétalisation, il faut qu'on ait un protocole et qu'on soit d'accord sur le long terme. Voilà, donc la mise en place du projet et donc la mise en place des actions doivent être documentées, doivent être tracées. Donc, par exemple, si vous achetez 100 mètres carrés de tuiles, c'est de réemploi, et voilà, il faut une facture, donc il faut qu'on ait le scan de la facture pour bien prouver à l'Adréal par la suite que vous avez mis en place pardon, ces tuiles. Voilà. Après, on arrive sur la phase d'audit. Donc, il y a des calculs carbone finaux additionnels donc sur les actions qui ont réellement été mises en œuvre. Et il y a toujours une vérification tierce, parfois terrain, parfois uniquement documentaire. Et après, on remet cet énorme rapport de suivi à l'Adréal qui, elle, va donc pouvoir certifier les crédits carbone. Et donc, la coopérative carbone a à nouveau un autre rôle. C'est là où on met notre deuxième casquette, si je puis dire. C'est que là, on va être en recherche de financeurs qui vont vouloir, dans le cadre de leur stratégie de décarbonation, de compensation, de contribution, qu'importe le nom, souhaiter faire financer des projets de décarbonation d'autrui. Donc là, voilà, et donc notre rôle, ça va être de rechercher ces financeurs avec le prix auquel nous aurons le prix nécessaire, qui aura été, comment dirais-je, contractualisé avec le porteur de projet, et donc de cette mise en relation, et donc faire ce partage financier. Après, donc ça, également, donc, dans la partie quelle est notre offre finalement, ou comment est-ce qu'on intervient. Pour nous, il y a réellement 2 cas d'usage possibles des crédits carbone générés. Je me doute que vous n'êtes pas dans la première colonne, mais je vous en parle quand même parce que c'est quelque chose qui intéresse les entreprises, les grands groupes particulièrement, mais je ne pense pas que ce soit votre cas aujourd'hui. C'est qu'en réalité, il y a des grands groupes qui souhaitent qu'on utilise ces méthodes pour qu'ils puissent démontrer qu'en fait, ils sont bien dans une démarche de décarbonation et que donc le crédit carbone qui est généré n'est pas là pour être vendu, mais plutôt est là pour être valorisé, donc souvent dans les reporting extra-financiers ou dans leur rapport d'activité. Et donc, en fait, ils s'appuient sur le fait que c'est une méthode crédible et vérifiable, hein, toutes celles qu'on utilise dans le label bas carbone, mais les coûts de la démarche sont entièrement à leurs frais. Et donc, dans ce cadre-là, nous, coopératives, nous en proposons assez simplement juste un forfait d'accompagnement au montage et au suivi du projet. Je pense que les personnes autour de ce webinaire, enfin, dans ce webinaire, sont plutôt dans le deuxième cas d'usage, qui est le crédit carbone sert à financer l'opération de décarbonation. Donc, dans ce cadre-là, c'est très simple. Donc, c'est nous les crédits carbone, en fait, nous trouvons les financeurs en tout cas pour les crédits carbone générés. Là, l'idée, c'est que l'avantage, c'est que les surcoûts des actions bas carbone sont couverts ou en partie couverts par la vente des crédits carbone. Donc là, à nouveau, il y a 2 cas de figure. Soit nous, coopératives carbone, nous répercutons
notre travail directement auprès du porteur de projet, hein, en tant que accompagnement ou un forfait, ou il est possible également, et dans ce cas-là, c'est un risque que à la fois la coopérative et le porteur de projet prennent, c'est que la coopérative répercute le prix de ses prestations sur un pourcentage, entre guillemets, de la valeur du crédit carbone. Les deux cas de figure sont possibles et ça, c'est à faire au cas par cas selon ce qui vous arrange au final. Voilà. Et donc, à la vente du crédit carbone par la coopérative, le porteur de projet reverse la valeur agréée à la coopérative. Voilà globalement. Et donc, voilà nos contacts, hein. Donc, moi, Adrien Lanuchadeuil et Caroline Poiret de Manim, qui est notre responsable commercial si besoin. Et voilà, moi, j'en ai terminé. Donc, on peut passer aux questions si vous en avez. Alors, attendez. Oui, Zoé Carter. Désolé, Oui, alors je travaille à la DCPA, Direction Construction Publique et Architecture, au service d'architecture et de la maîtrise d'ouvrage. Donc ce sont les gros projets de plus de 2 millions d'euros, si on peut simplifier les choses. Et on est intéressé par les labels, par le label bas carbone, mais on se pose des questions sur la surcharge de travail que cela pourrait représenter pour les chargés de projet, chargés d'opération au niveau du suivi. Et on se demande notamment si les avantages financiers offerts par le label bas carbone vont couvrir les surcoûts de travail. Alors, pour répondre à votre question, ce serait difficile pour moi de vous dire aujourd'hui quelle est la surcharge de travail. Vous pensiez plutôt au neuf, enfin le biosourcé ou plutôt le réemploi? Je pense qu'on sera dans les 2 cas de figure, D'accord, forcément plus sur le réemploi étant donné qu'on a plus de restructuration en cas d'accord, général. Mais on aura, ok. les 2. Ok, parce que de manière générale, alors la demande de preuve pour les deux méthodes, en tout cas, généralement, elle va être de l'ordre donc du documentaire, donc ça va dépendre un peu du cas de figure, mais globalement, ça va être les factures, ou les quelconque attestation par l'artisan ou l'entreprise de travaux comment dire, que le travail a été exécuté, et des photos. Généralement, par exemple, alors vous n'allez pas prendre en photo chaque poteau, chaque poutre en bois qui aura été mis, on est bien d'accord. Mais globalement, ça va être documentaire, donc facture et photo. Potentiellement, il y a des audits de terrain, mais auquel cas, dans ce cas-là, c'est pas le porteur de projet, vous qui le ferez, hein. C'est des auditeurs externes qui se déplacent pour aller vérifier. Donc, après, en termes de surcharge de travail, j'aurais du mal à vous le dire parce qu'en fait, alors c'est l'autre chose, c'est que donc on est sur des méthodes relativement encore innovantes et relativement en fait peu utilisées. Pour la méthode réemploi-innovation, il y a à ma connaissance 2 projets qui sont sortis officiellement labellisés et après il y en a 3-4 qui sont en cours, qui sont en mode expérimental. Donc c'est pas la méthode réemploi-rénovation a assez peu d'usage et à ma connaissance, le neuf en biosourcé n'a pas encore été. Ah si, si, il y en a qui sont sortis, mais ils sont en cours de labellisation. Donc c'est des méthodes assez peu usitées, sur lesquelles on a assez peu de retours d'expérience encore. J'aurais tendance à dire que comme c'est un suivi documentaire et un suivi de facture, dès lors que le processus comment dirais-je, est prévu en amont, si on sait spécifiquement sur ce sur quoi il faut qu'on obtienne des preuves d'exécution ou des preuves d'achat, c'est pas énorme parce qu'en plus, c'est charge au mandataire
de les compiler, d'aller chercher, en tout cas de les compiler. Donc, je pense que c'est pas trop lourd. Moi, je dirais que c'est pas la partie qui va être, enfin, en soi, enfin, c'est mon avis personnel, mais je pense pas que c'est ça qui est bloquant dans toute la méthode. C'est pas la partie suivie. Et la partie coordination entre, vous et les autres acteurs, est-ce que c'est une grosse part? Bah, non plus. En fait, tout dépend du rôle que vous voyez pour la labellisation, entre guillemets, label bas carbone, donc génération de crédit carbone. Si vous le voyez comme un simple plus, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, vous comptiez faire façade ossature bois avec de l'isolation en paille, ceci, cela. Bon, bah, très bien. Et bah, c'est votre plan. Et donc, vous vous dites, bon, bah, là, on va avoir beaucoup de carbone biogénique stocké. Donc, le mandataire carbone, moi en particulier, je vais juste arriver en disant, bon, bah, il faudrait l'émétrer, globalement les produits que vous utilisez. Et puis, sur cette base-là, on va faire le calcul carbone. C'est assez simple. Finalement, c'est assez rapide. C'est juste finalement ce que vous faites déjà. Si vous dites, au contraire, il faudrait que ça informe le processus constructif, là, c'est une autre paire de manches. Auquel cas, il faut être là beaucoup plus en amont et il faut se dire, OK, bon, qu'est-ce qui nous permettrait de générer un maximum de crédit carbone? Donc, où est-ce que, je dis n'importe quoi, est-ce que ce plancher-là, on peut le transformer en un plancher bois? Est-ce que, je sais pas, enfin bon, il y a tout un tas de choses. Est-ce qu'on peut alléger les fondations en béton pour faire autre chose? Enfin bref, Oui, là, bah, pour le coup, c'est en dehors de ce que le mandataire carbone, parce que nous, on est vraiment mandataire carbone, on n'est pas tous les autres acteurs du réemploi. Mais en termes de. Donc, ça peut être au plus simple, un simple recueil pour nous de maîtrises, d'informations et de documents. S'il y a besoin de plus, on peut faire des accompagnements, entre guillemets, de sensibilisation, de dire, bah, là, on pourrait peut-être changer pour ceci, pour cela. Après, là, on va être en limite de ce que nous, on est capable de faire, vu on n'est pas programmiste, on n'est pas assistant à maîtrise d'ouvrage. Nous, on est vraiment des calculateurs carbone, si je puis dire. Et on ne fait pas de l'ACV bâtiment non plus, c'est pas le même métier, hein, je tiens à le préciser. D'accord. On peut vous contacter vous ou Caroline Poiret directement si on est Oui, intéressé oui, pour, bah oui, oui. Bah, de toute OK. façon, la coopérative est toute jeune, donc vous trouverez difficilement plus de gens. D'accord. Bon, merci. Et je veux bien que la DTEC soit dans la boucle aussi. Enfin, nous, on est là aussi un peu pour assister en fait, hein, tous les porteurs de projets au niveau de la ville. Et pour justement avoir cette idée aussi sur le temps que ça peut prendre, expérimenter en fait avec vous. C'est ce qu'on fait en tout cas, enfin c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas comme projet avec Paris Seine, notamment sur la méthode Ville Arborée. Et là où nous, DTEC, on pourra au maximum vous appuyer dans vos démarches, on le fera. Et puis juste un autre complément aussi sur, par rapport à cette question sur l'intérêt en fait de se tourner vers la méthode, c'est évidemment il y a cet intérêt financier, mais c'est aussi cet intérêt quand même de communication, pour montrer les bonnes pratiques que l'on a, au niveau de la ville. Parce que c'est quand même aussi, voilà, la volonté de nos élus et de la coopérative carbone de montrer aussi, les bonnes pratiques qu'on met en place, au niveau de la ville. Tout à fait. Et en plus, c'est le cadre de la labellisation, étant donné qu'on doit vraiment, comment dirais-je, bah, on doit avoir un effort de suivi, de documentation qui soit photographique, visuel ou, bon, les factures, c'est intéressant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, on va générer finalement pas mal de suivi et de documentation qui peut être utilisé. Alors, forcément, vous êtes plutôt du public, mais je pense qu'il y a quand même un aspect d'un peu de communication et de marketing, un petit peu de la démarche finalement de décarbonation que vous avez, qui peut être tout à fait intéressante. Alexandre Padiou avait Oui. une question. Oui. Oui, bonjour, Alexandre Padiou, donc chef de projet réhabilitation pour Immobilier 3F. J'avais deux petits points. C'était aussi pour donner un retour d'expérience à Zoé sur le réemploi vis-à-vis de l'investissement en tant que chef de projet. Alors, pour avoir fait une labellisation CIRCAL en profil économie circulaire, ça demande un peu plus d'investissement pour arriver à l'atteindre.
il y a quand même beaucoup d'acteurs autour de nous pour pouvoir l'atteindre, mais il faut parfois remonter un peu plus les manches pour y arriver, quoi. Euh, et j'avais une question, notamment par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure vis-à-vis de la démolition qui ne pouvait pas être prise en compte dans la réduction de l'impact carbone. Ça veut dire que si une opération de transformation de bureau en logement, par exemple, on vient taper la structure et que c'est plus pertinent éthiquement, on ne peut pas le valoriser. C'est ça, ou si j'ai bien compris ou pas? Non, ce que je disais, c'est de la conservation des éléments. D'accord. Parce que vous pourriez me dire que notre architecte a une super idée, en fait, on va réussir à ne pas toucher du tout au bâtiment, et du coup, je sais pas, le voile béton, on arrive à le conserver, on fait juste une petite ouverture dedans, enfin, bref, qu'importe Ok. le cas de figure. Et là où vous pourrez dire, bah oui, mais en fait, c'est ça qui donne le max de crédit carbone, et malheureusement, dans la méthode, on n'est pas capable comment dirais-je, de le prendre en compte, principalement en fait parce que ce serait dur de prouver qu'on n'a pas fait quelque chose quelque part. Oui, Alors ok. que pour un matériau de réemploi, il y a eu une action, on l'a déposé, on l'a conditionné, on l'a reposé. Donc c'est un peu c'est ça, c'est pour le coup, c'est facile de montrer qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Ok. Donc, mais le fait de pas démolir, de soutenir la non-démolition ne peut pas rentrer dans ça parce que du coup, on fait rien, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. C'est pas dans le calcul crédit carbone. Après, que vous ayez d'une démarche plus globale en termes de communication, parce que ça, la coopérative peut également, si besoin est, appuyer sur ce genre de choses. Mais en gros, dans la communication, c'est là où vous pouvez valoriser le fait de ne pas avoir démoli. Après, malheureusement, la méthode, c'est juste le Oui. réemploi. Ok. Merci beaucoup. Euh, Allez-y. Nouvelle Zoé. question. Oui. Vous avez parlé du coup du fait que il y a une méthode construction neuve biosourcée et une méthode rénovation réemploi. Est-ce que c'est des catégories vraiment très strictes ou est-ce que le biosourcé pourrait par exemple être comptabilisé pour des restructurations globales où il y a une partie de la structure qui est démolie pour être reprise? Et inversement, si dans une construction neuve, on décide d'intégrer des éléments de seconde œuvre en réemploi issus d'autres sites, est-ce que ça peut être valorisé? Malheureusement, c'est des catégories assez exclusives. D'accord. Euh, c'est, on peut tout à fait regretter effectivement que finalement il n'y ait pas une interpénétration des trucs en se disant biosourcé plus réemploi dans le neuf et dans la rénovation. Malheureusement, c'est la manière dont les méthodes ont été écrites à ce jour. Alors, en tout cas pour celle qui est en réemploi, en rénovation, elle est en cours de réexamen pour voir si elle peut pas avoir plus de, comment dirais-je, plus de types d'actions qui sont prises en compte. Mais à ce jour, malheureusement, c'est uniquement réemploi dans la rénovation et uniquement le biosourcé dans le neuf. D'accord. Merci. Donc, Delphine Paillard, allez-y, je vous en prie. Oui, alors moi je rebondis aussi sur la question de Zoé parce que d'après votre réponse, j'en déduis donc que si on fait une opération de rénovation d'un bâtiment existant avec une isolation par l'extérieur biosourcée, on n'a rien. Ah bah si l'isolation extérieure, elle est issue du réemploi, dans ce cas-là, elle est comptée en tant que Non, réemploi. biosourcée, elle n'est pas issue du réemploi, forcément. Enfin, elle ne l'est pas forcément. Elle peut être produite, achetée, neuve, mais elle est Oui, biosourcée. oui, dans ce cadre-là, non. Elle n'est pas, Voilà. le carbone OK. biogénique, dans ce cadre-là, ne l'est Merci. pas. OK, En merci. revanche, si votre matériau biosourcé est issu du réemploi, Non, oui, mais là, il ça, peut être ouais, oui, pris en bon. compte. Par contre, Delphine, tu peux peut-être avoir les C2E, non? Oui, non, mais c'était pour avoir bien compris la question, quoi. Parce que Oui. si pour une raison ou pour une autre, tu arrives pas à 3,7 ou enfin, tu vois, on sait jamais. C'est juste pour cadrer bien le. Merci. Je vous en prie.
En fait, le label bas carbone, il va agir là où il n'y a pas d'autres incitations Solution. à faire un changement de pratique. Donc, Ouais. s'il y a déjà des C2E qui recouvrent les performances énergétiques et autres, c'est pour ça que ces méthodes sont assez exclusives en fait et sont vraiment se concentrent vraiment sur ce que justement les actions qui n'étaient pas subventionnées par ailleurs en fait. Ouais. Ok, merci. Alors, il y a plusieurs questions. Laurent Pérez, 2 questions. Elle levait la main 2 fois. Désolé, Ah non, c'est parce qu'il y a Isabelle avant, pardon. Voilà, Isabelle, tu étais la première, je pense. Vas-y. Oui, mais c'était plutôt pour permettre un éclairage à tout le monde sur un point qui était en fait le principe d'additionnalité des subventions entre les subventions de la circulaire de financement et puis ceux du label bas carbone. Et puis ce sujet de l'équilibre en fait du coût. Voilà, mais ce que je te propose, Adrienne, c'est que tu réponds d'abord aux questions de tout le monde et ensuite que tu reprécises bien ça pour que ça soit bien clair à tout le monde sur cette évaluation du financement, si ça te convient. D'accord, pas de souci. Et moi, c'était pas forcément une question, mais surtout une remarque pour rebondir sur ce que disait Delphine ou Zoé. C'est en effet, nous aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'à la DCPA, on n'a pas grand-chose pour inciter au réemploi. Et que donc là, ça peut être vraiment, les questions des crédits carbone, ça peut être vraiment sur l'axe réemploi. Et l'incitation C2E sur le côté biosourcé et réno énergétique, parce que je crois qu'on utilise rarement, voire jamais, du biosourcé en réemploi. En tout cas, on essaie déjà d'en mettre en œuvre, c'est déjà pas mal. Je ne crois pas qu'on en ait encore en réemploi, mais en revanche, on souhaite faire plus de réemploi, et là, je ne crois pas qu'il y ait d'incitation à part les crédits carbone. Donc c'est plutôt pas mal et assez complémentaire. Oui, ça peut permettre oui, de pousser des pratiques qui n'ont effectivement autrement pas de canaux de financement. Il y avait une autre question, non? Ah oui, Zoé. À nouveau une question sur le réemploi. En fait, je voulais savoir à quel point c'était facile de le valoriser et s'il fallait aller vers des grosses quantités de réemploi pour réussir à avoir un financement qui devienne intéressant. Ou si déjà à partir de petits éléments de réemploi, je ne sais pas moi, l'ensemble des installations sanitaires et des efforts sur la plupart des revêtements, on commençait déjà à avoir des choses intéressantes. Alors, à cette question-là, j'ai envie de dire, c'est compliqué de répondre. Il y a d'une part, en fait, tout ce qui va, tous les produits de substitution, donc tous les produits de réemploi qui vont venir en substitution de matériaux particulièrement carbonés. Donc effectivement, sanitaire, enfin tout ce qui est en faïence, tout ce qui est terre cuite, donc les tuiles, les briques, etc. Tout ce qui va venir en remplacement de ça va forcément être très intéressant parce que ça va générer, entre guillemets, beaucoup de crédit carbone puisqu'on remplace des matériaux très carbonés. Après, on peut avoir des typologies très limitées et se dire on fait un projet où je sais pas, on a des centaines de mètres carrés de toiture en tuiles qu'on remplace et en fait on fait qu'un seul produit, ça permet de générer beaucoup de crédit carbone. Ça, il n'y a pas de souci. Après, nous, j'ai commencé à faire un petit peu des analyses un peu, on va dire, technico-économiques pour voir, selon la typologie de produits que l'on réemploie ou que l'on choisit et le coût que ça peut avoir. Ce qu'on voit, c'est que ça vaut généralement pas le coup pour un tout petit projet, parce qu'en fait, il y a forcément le temps que nous, on va passer également mandataire carbone, qu'on doit charger, entre guillemets, sur le crédit carbone. Et si on ne fait pas suffisamment d'actions, entre guillemets, l'opération, en tout cas, les revenus générés par la vente des crédits carbone ne sont pas suffisants. Donc là, on arrive dans ce cas de figure-là où ça peut être intéressant si on a des opérations individuelles qui ont que quelques leviers ou que quelques matériaux envisagés, de les regrouper en un seul gros projet, auquel cas, là, le revenu devient intéressant. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Le deuxième, c'est que il n'y a pas forcément besoin de faire non plus l'entièreté du bâtiment en réemploi pour que ça devienne intéressant. À nouveau, donc c'est une question du type de matériaux qu'on remplace et
Donc, par exemple, si vous vous concentriez sur, je dis n'importe quoi, les portes, les blocs sanitaires, du revêtement de surface et du faux plafond, bah, ça peut être suffisant dès lors qu'il y a une surface suffisante et un nombre d'unités suffisant. Donc malheureusement, ça va être dans le détail quantitatif dont on peut discuter. Mais de manière générale, c'est qu'effectivement, si c'est trop petit et il n'y a pas assez de matériaux, ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux rassembler plusieurs projets pour que ça vaille le coup. Pour après, sur des gros projets, forcément, le revenu sera intéressant. Adrien, pour compléter, est-ce que vous n'avez pas des exemples d'opérations qui ont été financées ou qui sont en cours? Alors, malheureusement, c'est souvent des données un petit peu confidentielles, donc non. Ce que je peux vous partager, je reprends le contrôle de la presse. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long. Je vois l'heure qu'avance. Mais, tac, tac, tac. Normalement, vous devez voir à l'écran. Donc, c'est un exercice que j'ai fait pour la méthode réemploi en rénovation, parce que je me suis douté qu'il y aurait des questions. J'ai fait en fait des modélisations technico-économiques, donc je ne vais pas rentrer spécifiquement dans le détail, mais l'idée c'est que j'ai pris deux scénarios, un à 300 mètres carrés et l'autre à 6300 mètres carrés. Qu'importe la typologie, un tertiaire, logement, c'est pas très grave. Pour chacun, j'ai pris des catégories de produits de réemploi qui étaient décomptables dans la méthode. J'ai compté deux types de prestations additionnelles nécessaires en partant du principe qu'il fallait un AMO réemploi et puisqu'on est dans la méthode, il faut le mandataire carbone. Voilà. Donc ça, c'est globalement les deux scénarios que j'ai pris, qui sont théoriques hein, à ce stade, mais qui peuvent être représentatifs de ce qui se, comment dirais-je, de ce que j'ai pu faire ou du type de questions qu'on avait chez FH. Donc, c'est pas complètement inventé, mais c'est pas non plus des exemples exacts. Après, pour la méthode des estimations des prix du réemploi, j'ai utilisé deux méthodes. Une qui est que j'appellerais réaliste, en fait, c'est l'étude d'IFPEB. Alors, il n'y avait pas tous les prix pour toutes les familles de produits. J'ai appelé ça réaliste, mais en fait, c'est non seulement c'est les prix de l'IFPEB, auquel cas j'ai en plus ajouté une marge supplémentaire de 7,5%, enfin bref, pour le surcoût. Et pour le coût des prestations additionnelles nécessaires, bon là, j'avais fait un benchmark pareil de différents AMO réemploi, du coup des diagnostics ressources, diagnostics matériaux, etc. Enfin bref, j'ai fait tout un tas de benchmarks avec des ordres de grandeur de prix. Et après, j'ai utilisé une deuxième méthode qui est un peu plus extrême dans ses coûts, où là, j'ai modélisé un surcoût fixe de 7,5% pour tous les produits de réemploi, ce qui n'est pas du tout en fait le cas. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de produits de réemploi qui sont moins chers que les produits neufs, mais bon, c'est un scénario du pire pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Très rapidement, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans le cadre d'un logement de 300 mètres carrés avec un certain nombre d'actions de réemploi, en fait, le crédit carbone en fait, ne financerait que 25% du surcoût. En gros, c'est ça que ça montre. Et donc, ça démontre en fait le besoin. Et donc, ça, c'est dans la méthode coût réaliste. Hein, avec la méthode non réaliste, mais vraiment, c'est-à-dire on a mis toutes les jauges financières complètement, de manière trop élevée. Là, on voit qu'on n'est plus qu'à 6% de financement du surcoût. Mais en fait, ce que ça démontre, c'est que pour des petites surfaces où il n'y a pas finalement autant de remplacements et de substitutions possibles, il vaut mieux rassembler plusieurs chantiers. En revanche, ce qu'on voit là dans le scénario où c'est un peu plus grand, c'est que même avec une marge de sécurité, on arrive à un prix d'équilibre en fait de 38 € par tonne de CO2, qui est aujourd'hui, je ne vous ai pas présenté la première slide, mais je vous le dis, c'est un peu en dessous de la moyenne du prix d'un crédit carbone sur le marché français, donc c'est quelque chose qui est facilement subventionnable. Et là, dans ce cadre de figure-là, en fait, qu'on est dans un scénario réaliste, on trouve que les crédits carbone permettent 100% du surcoût qui a été, comment dirais-je, que le réemploi a apporté.
Voilà. Et après, bon, là, quand on est dans une méthode où on fait vraiment un surcoût fixe énorme du réemploi, là, on voit qu'à nouveau, on tombe sur forcément, c'est une modélisation financière du pire. Et donc, dans ce scénario du pire, les crédits carbone ne financent que 6% du surcoût. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que donc la méthode réemploi-rénovation, en fait, permet le financement, ou en tout cas le cofinancement, parce qu'en fait, à la Ville de Paris, comme on vous a expliqué avant, bah, il y a des aides qui existent. Donc là, c'est le label bas carbone, c'est un flux supplémentaire d'aide. Et donc, ce qu'on voit, c'est que bah, selon, en fait, quand on utilise une méthode de calcul économique réaliste, en fait, bon, bah, là, on est entre 25% pour un tout petit chantier à 100% pour un gros chantier. Donc, globalement, en fait, c'est ça les ordres de grandeur. Si on utilise l'étude IFPEB pour cette partie coût. Et oui, c'est la slide que je vous avais pas montrée. La raison pour laquelle je vous dis, si on arriverait à vendre à 38 € de la tonne de CO2 sur le marché français aujourd'hui, le crédit carbone, en fait, se vend entre 40, ouais, on va dire que c'est autour de 40 €. Et avec les années, le prix moyen a tendance à augmenter, étant donné qu'on est sur des projets de plus en plus vertueux et qu'on s'éloigne de plus en plus du crédit carbone issu de la forêt amazonienne, qui n'a pas vraiment de valeur écologique ou de durabilité. Donc, voilà. Voilà, j'espère que ça répond à votre question d'avoir un petit peu des ordres de grandeur économiques. Merci. Et c'est ce que j'allais dire sur le prix du carbone, comme le disait déjà Adrien, c'est que là, pour l'instant, il y a eu beaucoup de projets plutôt sur les secteurs forestiers et agricoles, parce que c'est la genèse en fait, hein, du label bas carbone, c'était vraiment de mettre en avant un changement de pratique sur ces secteurs où il n'y avait pas d'incitation, il n'y avait pas les certificats d'économie d'énergie que les agriculteurs pouvaient actionner pour avoir des subventions. Donc il y a beaucoup de projets, beaucoup de méthodes au départ qui se sont portées sur ces secteurs-là. Par contre, on voit qu'il y a une appétence du côté des financeurs, à la fois pour des projets locaux, parce qu'il y a beaucoup de polémiques, hein, sur les projets à l'international, et qu'ils ont plutôt à cœur maintenant on parle même de contribution plutôt que de compensation. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le 1 pour 1. En fait, maintenant, les entreprises préfèrent payer plus cher pour avoir peut-être un moindre volume de CO2, mais de plus grande qualité, où on sait d'où il vient, et en plus il est local à côté du lieu même des émissions des entreprises. Et je pense enfin c'est pas je pense, il y a eu des études qui l'ont montré, que les méthodes urbaines auront aussi un plus grand attrait pour les financeurs potentiels. Et on peut même aller au-delà là, l'exemple, c'était 60 € la tonne. Il y a des études où on va jusqu'à 100 € la tonne pour la méthode Villard-Bourré, parce qu'il y a d'autres co-bénéfices, comme la qualité de l'air, le fait qu'on participe à la fraîcheur aussi, la végétalisation, etc. Donc ça, c'est des co-bénéfices aussi que les financeurs peuvent mettre en avant, et du coup, ça augmente un peu le prix de la tonne associée. Et je voulais compléter en fait, pourquoi on vous a présenté en introduction la circulaire de financement. C'est qu'en fait, les soutiens qu'apporte la ville par la direction du logement et de l'habitat au niveau de la circulaire contribuent en fait à l'équilibre du calcul du surcoût, et donc du surcoût lié au réemploi ou au biosourcé, et donc au coût de rachat du carbone. Puisque comme, du coup, Adrienne, tu peux représenter la diapo, tu m'as représenté le coût, le calcul du prix d'équilibre à l'instant. Encore avant la slide 40. Celle-là? Oui, parce que vous Oui. voyez, en fait, le prix d'équilibre, en fait, c'est la somme des surcoûts de votre opération, donc achat, service, prestation, auquel on déduit toutes les aides ou subventions qui sont déjà perçues au titre de ces actions. Donc, c'est-à-dire qu'on va donc sommer l'ensemble de vos surcoûts, moins les aides de la DLH, que vous a présenté Mariam et puis Yannick. Et en divisant par les tonnes CO2, ça donnera ce prix d'équilibre. C'est pour cette raison qu'on vous l'a présenté. Et c'est ce qui permet comme ça de rendre ce prix d'équilibre proche du prix du marché, donc entre 40 et 50, et de trouver facilement un financeur pour les opérations, et donc de rendre
comment dire, et de trouver plus facilement donc ce cofinancement. Mm. C'est pour cette raison que c'est intéressant de voir en quoi les deux dispositifs sont complémentaires et s'additionnent. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à Oui, la alors présentation. sachant que moi, quand j'ai fait le modèle économique, je n'ai pas pris en compte les subventions de la ville de Paris. J'ai fait comme si le crédit carbone prenait tout à sa charge, entre guillemets. Donc, parce que là, sinon, ça devenait compliqué. Et je vous avoue que je ne les connaissais pas quand j'ai commencé à faire l'étude, l'ensemble des subventions qui étaient disponibles. Donc, mais on pourrait le refaire, auquel cas, je pense que les crédits carbone ne seraient pas très chers. Parce que si sur les actions, ils étaient à 38 € la tonne, ce qui est quasiment moins cher que de l'agricole, pour un grand projet, si en plus on rajoute, alors là vous donnez des échelles, on va dire entre 125 à 250 € du mètre carré, ça va vite en fait, je pense, couvrir les surcoûts et donc arriver sur des crédits carbone intéressants et donc se permettre peut-être d'aller sur des typologies de produits qui sont plus durs à réemployer du coup parce que il y a, comment dirais-je, le crédit carbone est capable d'être plus chargé entre guillemets en termes de valeur économique qu'il peut rembourser donc effectivement, faudrait que je refasse ça avec en enlevant les aides et subventions perçues au mètre carré. Le mieux, c'est que des bailleurs ici présents candidatent. Et comme ça, il y aura un test réel. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Et même soit sur un projet à venir, soit un projet qui a déjà eu lieu où les données seraient entre guillemets facilement mobilisables, même si je sais que ça demande toujours du temps hein, de chercher les données, etc. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de tester vraiment sur un vrai projet passé ou à venir la réalité du label en fait. Mm. Et je pense qu'il y a un dernier point qui me semble intéressant à préciser à tout le monde, en fait, c'est que ce que tu nous as dit quand on a travaillé sur ce webinaire, c'est que inscrire un projet au label bas carbone, initier un projet label bas carbone, c'est Oui. très facile et ça prend très peu de temps. Et ça permet comme ça de prendre date, quitte à fournir les éléments ensuite, pour que du coup, ça soit fait dans les temps impartis. Tout à fait. Alors ça faisait partie un peu du détail que j'ai laissé par la suite, en fait, que j'ai laissé de côté parce que je voulais pas prendre trop de temps, je sais plus. Voilà. Donc si on reprend un petit peu le schéma d'intervention, en fait, au plus simple, un projet, donc végétalisation ou bâtimentaire, en fait, la première chose à faire, c'est contacter le mandataire. Et en fait, ce qui va se faire, c'est qu'on va ce qu'on appelait notifier le projet. Et donc, il faut juste le notifier avant le début des travaux. C'est vraiment le seul, la seule exigence, on va dire, réellement contraignante. Et la notification, en fait, est assez rapide. En fait, ça va vraiment être des informations de base du style c'est quoi le projet, c'est qui le maître d'ouvrage, si à la limite, est-ce que c'est vous le propriétaire ou non. Et globalement, c'est une fiche assez rapide. Et en fait, le démarrage de la labellisation en lui-même est assez simple. Et après, on a un an. Je crois que c'est un an pour toutes les méthodes à peu près. Généralement, on a un an entre la notification et le moment où on se dit, on donne en fait le reste des documents. Donc ça va être les calculs carbone prévisionnels parce que vous n'aurez pas forcément encore fait toutes les actions. Ça va être les justifications administratives, etc. Donc en fait, le démarrage du processus, effectivement, comme le disait Isabelle, c'est assez rapide. Et donc, c'est pour cette raison que, en fait, quand vous avez des projets voilà, qui sont lancés, sur lesquels vous avez déjà fait une analyse carbone, en fait, et que vous n'avez pas lancé votre marché de travaux, enfin, vous pouvez voilà, rapidement, en tous les cas, faire cette notification. Si vous avez identifié qu'il y avait des gains carbone assez conséquents dans votre opération, et quitte après, avec vos équipes de AMO réemploi, maîtrise d'œuvre et tout, prendre le temps pendant un an de fournir l'ensemble des documents. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit une opération qui est en phase initiée, c'est-à-dire avant même l'APS, etc. Vous pouvez le faire d'ores et déjà avec des opérations qui sont en phase APS, APD ou phase pro, dans lesquelles vous avez des éléments qui vous permettent de candidater
à ces opérations. Ouais, Enfin, à ces sachant labels, je que veux dire. voilà, et sachant qu'il y a un autre facteur entre guillemets de stress en moins à avoir également, c'est que il est tout à fait entendu. Donc on passe dans le cadre du label bas carbone, donc on le notifie 1 an plus tard au maximum. Il faut labelliser. Alors c'est labelliser le projet, mais là dans ce cas de figure, si on labellise un chantier par exemple. Les calculs carbone que nous, le mandataire, nous allons faire, alors que ce soit pour calculer la quantité de carbone, j'allais dire pédologique, trop l'habitude du carbone du sol. Donc non, là, c'est biogénique, voilà. Carbone biogénique, ou que ce soit les émissions évitées, il faut bien voir que tout le monde est d'accord pour dire que ce sont comment dirais-je, des calculs prévisionnels. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les métriques finaux, d'avoir exactement ce qui va se passer. Il existe toujours une large marge de manœuvre pour que, par exemple, quand on fait des réemplois, finalement, un stock n'existe plus, il a déjà été vendu, on ne va pas pouvoir le faire pour x, y raison, ou l'assureur d'un coup ne veut plus, etc. Donc, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on ne va pas aller aussi loin, ou qu'on aille plus loin d'ailleurs, hein, pourquoi pas, que ce qu'on avait prévu, et auquel cas, de toutes les manières, les crédits carbone sont réellement certifiés qu'à la fin du projet. Donc, il n'y a pas de stress à avoir sur le fait qu'on a exactement à la virgule près tous les métriques. Voilà, c'est une des autres choses. Il faut savoir que c'est du prévisionnel au début et que nous, coopératives, on commence à prospecter des financeurs dès lors qu'on a une idée globale. Si on va plutôt être sur 100 tonnes de CO2 à 40 euros, on est sur plutôt 2000 tonnes de CO2 à 4 euros, ou au contraire 20 tonnes de CO2 à 2000 euros. Enfin bref, voilà. Si on a des ordres de grandeur en tête, il peut déjà y avoir en fait des rapprochements avec des financeurs qui peuvent être faits. Et puis nous, on peut commencer à prospecter pour voilà. Mais nous, il faut juste au moins un ordre de grandeur du prix et un ordre de grandeur de la quantité de carbone qui est générée. Mais dans le détail, c'est pas très grave. Voilà. Et par contre, il y a eu des messages qui sont arrivés. Ah non, ok. Voilà, écoutez, y a-t-il des questions supplémentaires? Non? Bon. Cécile, tu veux dire le mot de la fin ou je sonne Ou Isabelle, pardon. Oui, ou Isabelle, Et je pense pardon. qu'effectivement, on arrive à la fin de l'heure et j'espère qu'on vous a motivé à mettre en place des projets bas carbone. Comme je disais, nous, côté DTEC, on pourra essayer de vous appuyer aussi au maximum. On vous fera aussi part de retours d'expérience qu'on va essayer de mener cette année avec différents acteurs. Et n'hésitez pas voilà, à nous tenir au courant de vos démarches. Et j'espère à faire appel à la coopérative carbone. Et Isabelle, je te laisse, ou Mariam, peut-être pour le mot de la fin. Eh ben, merci à tous en tous les cas d'avoir participé à ce webinaire. Celui-ci est enregistré, donc on vous enverra le lien en replay ainsi que la présentation pour que vous puissiez du coup en bénéficier, la diffuser en interne. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.